Salut à tous chers auditeurs, il est 18h et vous écoutez Club Afrique, votre rendez-vous dédié à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, tous les samedis sur Radio EMS. On revient sur les moments forts de la semaine écoulée avec nos analyses, nos débats et des chroniques sur les acteurs de cette CAN 2025. Comme tous les samedis, je suis accompagné de Bilal avec qui on a mis en place cette émission dans le cadre de notre projet de fin d'études. Salut Bilal, comment tu vas en ce troisième Club Afrique ? Salut, ça va bien. Déjà la moitié de la CAN, de cette compétition, et la phase de poule est à présent terminée, et maintenant on va attaquer les choses sérieuses avec la phase finale. Effectivement, les choses sérieuses vont commencer ce samedi 3 janvier et ça commence maintenant puisque là, actuellement, au moment où on vous parle, il y a le match entre le Sénégal et le Soudan, le premier huitième de finale. Les deux des 16 équipes engagées dans cette seconde phase de la CAN 2025. Ils étaient 24 au départ, donc maintenant il reste plus que quasiment 3/4 des équipes qui peuvent encore prétendre au titre. Et dis-moi, Bilal, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans ce troisième Club Afrique et qu'est-ce qui attend nos auditeurs ? Alors nous allons revenir sur la phase de poule de l'Algérie avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires. Et nous allons revenir sur la deuxième journée contre le Burkina Faso et la troisième journée contre la Guinée équatoriale avec un petit focus sur l'un des attaquants et hommes clés de ce début de CAN pour l'Algérie, Ibrahim Maza, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, ce sera dans la seconde partie d'émission. Mais avant ça, on va également toucher un petit mot justement sur le Nigeria, l'autre équipe a 9 points dans cette phase de poule. Et on va parler également vers la fin des nations éliminées lors de ce premier tour. Il y a des équipes qui nous ont déçus, on en reparlera un peu plus en détail. Et donc après la pause musicale, tu vas nous présenter Ibrahim Maza, la pépite algérienne de 19 ans. C'est l'une des sensations de la compétition. Et puis on vous avait promis de parler du Cameroun parce qu'on a dit que c'est pas normal de parler de Coupe d'Afrique et de pas parler du Cameroun. Et ben là, c'est ce qu'on va faire dans la seconde partie. Et vous découvrirez David Pagou, le sélectionneur des Lions Indomptables, qui a repris l'équipe quelques semaines avant le début du tournoi. Et on va finir avec un petit instant pronostic. On va donner nos vainqueurs de ces huitièmes de finale et pour nous, quelles seront les affiches des quarts de finale qui auront lieu la semaine prochaine. Et voilà ce qui nous attend. Et maintenant, place à la première partie, le Club Analyse. L'Algérie a remporté tous ses matchs de poule. Samedi passé, on vous avait parlé de la victoire 3-0 contre le Soudan avec un doublé de son capitaine Riyad Mahrez et un but de la pépite Maza dont on reparlera encore. Mais surtout, dimanche dernier, il y a eu le choc dans ce groupe E contre le Burkina Faso. Les Fennecs se sont imposés 1-0 Bilan grâce à Mahrez encore sur penalty, c'est ça ? Ouais, c'est exact. C'était le premier test pour l'Algérie, bien que le Burkina Faso ne soit pas catégorisé comme un des favoris pour la victoire finale, mais ça reste comme une nation régulière d'Afrique, toujours là, en poule, en huitième, parfois en quart. Match géré de la part de l'Algérie. Bien que j'ai toujours les petits doutes que j'avais déjà sur le match précédent contre le Soudan, qui est peut-être une petite fébrilité défensive incarnée par le gardien Lucas Zidane, qui évite quand même 2-3 catastrophes avec un petit peu de réussite, mais une Algérie qui sait gérer des résultats, ce qui est comme quelque chose de nouveau, et c'est comme quelque chose qu'on peut mettre en crédit à Petkovic, une équipe qui gère, une équipe qui a su quand même installer un rythme en fin de match. Quand elle s'est rendu compte que le Burkina Faso, à partir de la 70e, ne pressait plus, ils se sont pas gênés à gérer, faire tourner tranquillement. Aussi, on voit à Petkovic une rotation des cadres. On voit que Mahrez, c'est pas 90 minutes, c'est 60, 65 et ça sort. Alors, peut-être pour le préserver pour la phase finale qui arrive, pour qu'il joue entre 90 et 120. Et voilà, une Algérie qui assure déjà, et ça c'est important, dès la deuxième journée, la première place, ce qui leur a permis de reposer certains cadres et donner un peu plus de minutes à certains joueurs aussi de talent et qui, pour beaucoup peut-être, même avant la compétition, étaient peut-être plus intéressants et peut-être même meilleurs que certains cadres titulaires régulièrement. Oui, ça on en reparlera dans quelques minutes. J'aimerais ton avis sur la composition de départ dans ce match contre le Burkina. Il y a eu des changements par rapport au premier match contre le Soudan. Je pense à Ryan Aït-Nouri qui est passé un peu plus haut sur le terrain pour laisser le poste d'arrière gauche à Ashdam, le joueur de Young Boys de Berne. Il y a eu également Bagdad Bounedjah qui a été sur le banc des remplaçants au profit d'Amoura titulaire en pointe de l'attaque et la titularisation de monsieur Ibrahim Maza. T'en as pensé quoi de ce 11 de départ ? Alors déjà,
Petkovic a installé sa défense à 3 qu'il installait régulièrement avec la Suisse. C'est un petit peu comme sa marque de fabrique. Bon, en réalité, malheureusement, sur ce match, on n'a pas pu le voir très longtemps, cette composition à 3, parce que la blessure de Adjam, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, Oui, sur ce tacle, ouais, ça change complètement le dispositif. On est retourné sur une défense à 4 avec Bounedjah en point de fixation dans la surface. J'ai pu quand même constater que Petkovic essaye quand même une défense à 3 à la CAN. C'est pas tout le temps que tu vois ça non plus. Donc moi j'ai été un peu dégoûté quand même de pas pu voir un plus gros échantillon de cette compo à 3. Petkovic assume ses choix. Petkovic fait je trouve du Petkovic qu'on voyait avec la Suisse. Il semble avoir quand même la main mise sur son effectif, ce qui est pas tout le temps facile avec la sélection algérienne. 3 matchs, 3 victoires. La dernière fois qu'ils ont fait ça, et encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'était en 2019. Ils la gagnent dans un pays d'Afrique du Nord. Moi, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi, on va en parler après sur le match de la Guinée, la rotation avec certains joueurs dont on parlera, je pense. Et pour en revenir à ce que tu disais sur la défense à 3, je trouve que c'était moins significatif au départ. Comme je te disais, il y avait Ajdam et Ait Nouri dans le même couloir. Ajdam parfois s'écartait un peu et Ait Nouri était vraiment offensif. J'avais plus l'impression que c'était vraiment un 4-2-3-1 déguisé avec Mohamed Amoura qui était vraiment seul en pointe. Riyad Mahrez qui avait la liberté de placement. Surtout derrière lui, il y avait Chergui, le défenseur du Paris FC qui est sorti sur blessure comme Ajdam également. C'était moins significatif au départ, mais ça a été plus le cas en seconde période quand il a fait ses changements, quand il fait sortir Riyad Mahrez et fait rentrer Belaïd. On a un vrai 5-3-2 et ça a montré le visage de cette équipe algérienne qui est capable de faire le jeu, aussi de subir. Et de gérer aussi à la fin de match, tranquillement. C'est vrai qu'ils ont quand même concédé 2-3 occasions un petit peu cadeau, hein. Je me rappelle d'un corner offert par Lucas Zidane sur la règle c'est 8 secondes. Exactement, la règle des 8 secondes. Ouais, un corner qui, franchement, si elle rentre, c'est la même sur un poteau, petit cafouillage. Donc il y a quand même 2-3 moments de flottement quand même, mais en vrai sur le match, moi j'ai vu une gestion et c'est aussi ça. Alors ça reste un doute parce que on n'a toujours pas vu l'Algérie dans une situation de 60e, 65e, match couperé, 0-0, 1-1, enfin une situation de match nul. Comment ils gèrent ce stress? On a vu que c'est ce qui a coûté à l'Algérie dans cette qualification à la Coupe du Monde contre le Cameroun. Après, je trouve quand même que Petkovic dégage un peu plus de sérénité, un peu plus de froideur que Belmadi, qui vraiment lui insufflait vraiment cette tension, ce stress permanent. Mais ça reste quand même pour moi une interrogative. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera rapidement sur le focus des 8e. Là, pour moi, c'est le gros test contre cette République démocratique du Congo. Match très attendu et peut-être un des matchs les plus excitants de ces 8e. Mais ouais, moi, je trouve une maîtrise dans le jeu de l'Algérie. Et franchement, depuis 2019, c'est peut-être la première fois. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est surtout, je trouve que ce match contre le Burkina, même comme tu l'as dit, c'est pas un match à élimination directe. On ne sait pas comment ils vont gérer avec le stress, mais c'est déjà un premier indicateur face à une équipe avec une certaine qualité. On se rappelle, à la dernière CAN, les deux équipes se sont affrontées. Avec Belmadi, il y a eu match nul 2-2. Il y a une petite progression sur ce point-là. Après, attention, moi je reste dans une situation où ils avaient gagné 3-0 le premier match. Une diff de but soignée, on pouvait déjà considérer qu'ils étaient au minimum meilleur 3e. C'est-à-dire que tu te dégages un poids. J'aurais bien voulu voir si ce match contre le Burkina Faso était la première journée, comment ils auraient géré. Peut-être qu'ils auraient mis un plus gros score, peut-être qu'ils auraient lâché les chevaux et qu'on aurait eu une démonstration algérienne. Ça, bien évidemment, on ne le saura jamais, mais vraiment, je garde une toute petite interrogative. Après, il faut aussi se dire la vérité, c'est que parmi le plateau qu'on a pu voir sur cette CAN, moi je trouve que l'Algérie est l'équipe qui a peut-être montré la plus grosse impression avec le Nigeria, bien que le Nigeria, attention, on l'avait dit, beaucoup de transitions défensives, pas de milieu de terrain, d'un bloc à un autre, et défensivement, alors si moi j'ai des gros doutes sur l'Algérie, le Nigeria j'en ai aussi, mais
Je pense qu'on en parlera un petit peu aussi du Nigeria dans quelques minutes. Dans la prédiction, enfin dans une petite preview des huitièmes. Mais c'est aussi l'équipe qui a fait une grosse impression avec l'Algérie. Mais voilà. En attendant, on reste sur l'Algérie et j'aimerais ton regard sur Riyad Mahrez, tant critiqué, mais 3 buts en 2 matchs. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Et est-ce que tu trouves qu'avoir ce côté décisif va le rendre incontournable pour la suite de la compétition? Critiqué par tout le monde, dont moi, je pense comme la plupart des suiveurs de la sélection. Mais après, il faut voir la vérité en face. Il fait le taf, c'est un patron. Pour l'instant, il guide les siens. Il prend toujours ses responsabilités sur penalty. Il les met. Dans le jeu, il fait toujours 2-3 éliminations. Après, c'est sûr qu'il n'a plus le coup de rein qu'il avait dans les années précédentes et notamment en 2019. Mais si il peut juste se cantonner, ou peut-être pas se cantonner, c'est peut-être un mot trop réducteur, mais si son rôle dans cette CAN, après une victoire finale de l'Algérie, c'est un Mahrez plus dans la statistique que dans le jeu, dans la fixation et l'élimination, on retiendra que avec le temps, avec des qualités peut-être athlétiques qui diminuent, il aura été le patron qui ramène une troisième CAN à l'Algérie et une deuxième à son actif, et on en parlera plus tard, mais s'il le fait, dans le classement des meilleurs joueurs africains, il y aura des débats qui vont se raviver. Il y a des places qui vont bouger. Attention à Didier Drogba notamment. C'est ce que tu veux dire? Je dis juste qu'on verra le 18 janvier prochain. En attendant, le vieux Mahrez, entre guillemets, est là. Mais contre la Guinée équatoriale, on a vu qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont faim, qui peuvent prendre sa place, comme Anis Hadj Moussa, qui a été déterminant dans la victoire 3-1 contre la Guinée équatoriale. L'Algérie était assurée d'être qualifiée à la première place, a donc fait plusieurs rotations. Et tu m'as dit que tu as apprécié ces rotations, mais pourtant, ça pouvait présenter un risque, surtout entre la fin des poules et les huitièmes, avec les potentiels titulaires qui peuvent perdre en rythme. Est-ce que tu trouves que ça peut être dérangeant pour l'Algérie pour la suite? Et qu'est-ce que tu retiens de ces changements? Il y en a eu 9 au total. Moi, je trouve que c'est que du positif ce qui s'est passé dans le dernier match. Bon, on peut déjà rappeler le score, 3-1, 3-0, 30e minute environ, plié le match, voilà. L'Algérie, c'était un match vraiment, c'était du bonus pour l'Algérie. Ils pouvaient perdre 20-0, ils seraient quand même premier via la règle de la différence de but particulière. Je pense que comme beaucoup, on a pu apprécier Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa, joueur du Feyenoord Rotterdam. Je pense que ça peut être que du bonus parce que on va être lucide, on va pas être, on va dire, j'ai pas le terme, mais on va pas être Pas s'enflammer. Ouais, voilà, c'est ça. Il va pas sauter Mahrez. Mahrez sera titulaire du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il jouera les 120 minutes à partir de maintenant? Possible, certainement, on verra. Mais je pense que ça peut surtout donner plus de cartouches à Petkovic, se dire qu'ils sont remplaçants, ils ont la dalle, ils ont faim, et quand ils rentrent, ils sont de grande qualité, qui rapportent aussi des styles de joueurs différents. Hadj Moussa, percuteur, accélération, aime le but, à faim, et aussi bon passeur, 2 passes décisives dans ce match pour lui. Donc je pense juste que ça donnera plus de cartouches et peut-être le conforter dans son 11, mais peut-être aussi se dire que j'ai des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence dans un match un petit peu compliqué, ou quand il faut mettre du sang frais, une accélération, un décalage, un ballon, et voilà. Et ça peut aussi lui donner des maux de tête. On a vu plusieurs joueurs performants et des joueurs qui étaient sortis du 11, qui sont revenus, qui ont été déterminants, comme Fares Chaibi par exemple, qui était titulaire pendant plusieurs temps, et notamment contre le Soudan, il a débuté le match avant d'être remplaçant contre le Burkina Faso. Pas un bon match contre le Soudan quand même, il faut le dire. Un bon match quand même contre cette équipe de Guinée. Il y avait aussi un sentiment de revanche pour l'Algérie, donc on pouvait déjà anticiper le fait que ce ne serait pas un simple match d'attente pour les huitièmes. Il y avait un sentiment de revanche quand même contre cette équipe de Guinée, et ça, moi je trouve ça s'est un petit peu ressenti, peut-être pas directement ils y ont pensé, mais en tout cas une grosse intensité, et une équipe de Guinée qui a déçu. On touchera peut-être un mot plus tard dans les équipes éliminées, mais il revient bien, on va dire, même si je pense pas qu'il aura
Alors ça se trouve, je me trompe totalement et c'est possible, ça se trouve, il sera titulaire contre la République démocratique du Congo, mais je pense pas que ce soit le joueur qui, on va dire, qui aura le plus gros impact sur cette phase finale comparé à des Hadj Moussa ou peut-être même à des Abdelli. Est-ce qu'il aura sa chance? À voir, parce que Petkovic a l'air d'apprécier son profil. À voir, je suis peut-être pas le plus convaincu, mais en tout cas, ce qui est intéressant pour cette équipe de l'Algérie, c'est qu'il y a des joueurs sur le banc, il y a une profondeur, il y a de la qualité. Bon, défensivement, voilà, comme je l'ai dit. Ça te rassure pas du tout. Tu avais parlé lors de la première émission de Tougaï, notamment joueur de l'Espérance Tunis. Et des petites blessures par-ci par-là aussi lors du Burkina Faso. C'était Adjam et Sami Chergui. Ouais. Et ça, je pense que c'est out jusqu'à la fin de la compétition, vu les claquages pour Chergui et une grosse semelle très très moche d'un joueur burkinabé sur Adjam. Donc ça reste deux pertes quand même, et c'est deux titulaires. Ou peut-être certains diront que Adjam n'est pas vraiment un vrai titulaire, c'était plus le dispositif qui faisait que. Mais je suis assez très surpris et très enthousiaste sur cette équipe de l'Algérie, parce que je pensais vraiment pas qu'ils auraient pu faire ça. Après, qu'est-ce qu'on dira si ça sort contre contre la République démocratique du Congo 1-0? Est-ce qu'on dira que c'est un feu de paille? Est-ce qu'on peut dire que c'est sur quelque chose sur lequel Petkovic peut travailler dans une échéance qui sera la Coupe du Monde 2026 aussi, qui est quand même aussi dans les têtes, c'est très bientôt. C'est à voir, mais moi je suis très 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 enthousiaste et je pense que l'Algérie a une vraie carte à jouer sur cette CAN. Je pense que la remporter n'est plus quelque chose de si inenvisageable comparé au début, et c'est ça qui est aussi dingue avec les compétitions, c'est qu'en 2 semaines, et on sait que les compétitions comme ça d'un mois, c'est sur une dynamique. T'es peut-être pas la meilleure en juin, en août, mais si dans le mois décembre, janvier, t'as le bon mojo, t'as la dynamique, tu peux le prendre, ce trophée. Et ouais, moi l'Algérie, franchement, pas grand chose à dire. Je reste toujours, attention à Lucas Zidane et à la défense, qui reste toujours mon point noir, et cette gestion de l'émotion dans les matchs couperés. Mais sinon, ouais. Moi, je suis ravi, peut-être pas, mais je suis très... T'es de plus en plus serein. Ouais, serein, et surtout, il y a de jeunes joueurs. On n'est plus dans cette génération totalement de trentenaires. Alors, il y a encore les vieux tontons, Ben Sebaini, Mahrez, mais ça reste quand même, il y a quand même une petite jeunesse qui arrive, et moi j'aime beaucoup ce qui se prépare, et aussi j'ai aussi une attente, je pense que Petkovic l'a aussi, pour aussi l'après, qui est la Coupe du Monde. En tout cas, on n'a pas vu lors de cette dernière CAN ces jeunes-là, justement, ils arrivent là. Et en 2019, il y avait quelques jeunes qui se sont fait remarquer, comme Ismaël Benasser, date de la dernière victoire de l'Algérie. Et je vous rappelle, à chaque fois que l'Algérie a gagné ses 3 matchs de poule, elle a toujours été championne d'Afrique. En 1990, à la maison, 3 matchs, 3 victoires en poule et victoire en finale. 2019, 3 matchs, 3 victoires. Et il y avait eu une rotation lors du 3e match également contre la Tanzanie avec une équipe B. Et c'est allé au bout, victoire contre le Sénégal en finale, 1-0. Et il y a une autre équipe dans cette CAN qui a fait 9 victoires comme à la CAN 2022, mais qui est sortie en 8e de finale, le Nigeria, qui était placé dans un groupe avec la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda, et s'est imposé 2-1 contre la Tanzanie, a battu la Tunisie 3-2 la semaine dernière, avant de s'imposer 3-1 contre l'Ouganda. Comme tu l'as dit tout à l'heure, cette équipe du Nigeria est très fragile défensivement. Il y a beaucoup de fébrilité. Ça risque d'exploser à tout moment, on le sent. Mais sur le plan offensif, il y a la qualité. Et il y a 2 joueurs qui portent à bout de bras cette équipe du Nigeria. J'ai envie de te dire le poumon et l'oxygène. C'est Victor Osimhen, le poumon, on le connaît, c'est la star de cette équipe du Nigeria. C'est un serial buteur, à tout moment, il peut faire transpercer les filets. Et l'oxygène, j'ai envie de dire, c'est Ademola Lookman, qui a été joueur africain de l'année en 2024 et qui est déterminant à tous les matchs. Contre la Tanzanie, il est allé de sa passe décisive, de son but, idem contre la Tunisie. Est-ce que tu penses que ces 2 joueurs-là peuvent permettre au Nigeria de refaire aussi bien que lors de la dernière CAN, c'est-à-dire atteindre la finale, voire pourquoi pas faire mieux, gagner ce titre? Alors moi déjà, je suis pas d'accord avec toi sur Victor Osimhen. Je trouve quand même que pour l'attaquant qu'il est
qui représente, que ce soit dans l'échiquier européen, c'est comme un des meilleurs 9 au monde, et aussi sur le continent africain. C'est avec Salah, c'est avec Mahrez, c'est avec Mané, une des plus grosses stars. Je le trouve pas totalement rentré dans sa compétition. Je trouve qu'il croque encore beaucoup. Je crois qu'il marque un but sur la phase de poule. Oui, il a marqué contre la Tunisie, mais justement. Ouais, mais avec et contre la Tunisie en première mi-temps, il doit en mettre 3, hein, très sérieusement. Et moi, je trouve qu'il croque encore beaucoup. Il pourra pas se permettre de croquer autant en phase finale parce que la marge va se réduire de plus en plus. Par contre, sur Ademola Lookman, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il est dans la discussion du meilleur joueur de la CAN pour l'instant, avec peut-être à la volée les noms qui me viennent, Brahim Diaz, certains mettront Mahrez, peut-être que certains mettront El Kaabi aussi. Pour moi, il est à 2 passes décisives, je crois, en un match. Je crois qu'il a 3 passes décisives. Il a été passeur contre la Tanzanie sur coup de pied arrêté et double passeur. Il a été buteur aussi contre la Tanzanie. Contre la Tunisie, double passeur et buteur également. Et justement, il y a Victor Osimhen, c'est la superstar. Et on a remarqué. Et Victor Osimhen, on croque beaucoup des passes de Lookman, parce que avec un peu plus de sérieux et même un peu plus de précision des autres attaquants nigérians, il peut être facilement à 5 passes décisives. Lookman, je trouve, il fait une énorme canne. Il est partout. À la finition, à la passe. Je pense c'est lui. Pour moi, c'est lui l'homme fort du Nigeria sur cette CAN, et je pense qu'il le sera aussi si le Nigeria va très loin dans cette compétition. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. Et il est sur la lignée de sa dernière CAN, Lookman, en phase à élimination directe. Il a marqué 3 buts. C'était lui le patron. Oui, c'était lui l'homme fort, justement, pendant que Victor Osimhen faisait une bonne CAN, mais avait toujours ses défauts dans la finition. Et c'est quand même dommage pour un attaquant de sa trempe. Mais quand même, il y a un Nigeria avec Osimhen et sans Osimhen, puisqu'il a un certain poids sur la défense. Mais maintenant, il faut qu'il marque beaucoup plus de buts que ça. C'est un attaquant de pressing, comme c'est un petit peu la nouvelle mode dans le football moderne, ce 9 énergivore qui court, qui donne tout sur le terrain, qui presse, qui laisse jamais les défenseurs, qui va au contact, toujours physique, toujours rugueux, toujours dur, qui pèse sur une défense, qui parfois facilite le jeu pour les autres. Notamment à Lookman, je pense quand même qu'il profite du travail de sape d'un Osimhen sur tout le match, même s'il marque pas. Après, attention, pour moi, ça ne peut pas masquer, ça ne peut pas couvrir tous ces ratés qu'il fait, parce qu'au bout d'un moment, un attaquant de sa trempe, de sa classe, ça doit finir, ça doit concourir pour le titre de meilleur buteur d'une compétition et pas être à un but au bout de 3 matchs. Sachant qu'il a joué le dernier match de poule contre l'Ouganda, alors que le Nigeria était déjà sûr d'être premier, donc contrairement à d'autres joueurs qui ont eu que 2 matchs de poule. Mais je suis d'accord quand même que c'est un joueur quand même il donne tout quand même sur le terrain, quoi. Mais ouais, c'est Lookman qui était déjà l'homme fort sur la dernière CAN, qui l'est sur la phase de poule, et j'ai pas trop de doute qu'il le sera sur cette phase finale, pour peu que le Nigeria aille au minimum en quart, demi-finale, mais ça on y reviendra plus tard. Donc vous êtes prévenus, chers auditeurs, attention à Victor Osimhen et à Ademola Lookman, surtout 2 facteurs X de cette équipe du Nigeria qui peuvent les emmener loin dans la compétition. Le Nigeria qui affrontera le Mozambique en 8e de finale lundi soir, et une équipe du Mozambique qui est également qualifiée en tant que meilleure 3e, qui était dans un groupe très très relevé avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Le Gabon qui fait partie des 8 pays éliminés, comme l'Angola, la Guinée équatoriale, les Comores, la Zambie, l'Ouganda, le Botswana et le Zimbabwe. Et parmi ces équipes-là, laquelle t'as le plus déçu? T'avais le plus d'attentes autour de quelle équipe en particulier? Parmi les équipes éliminées? Oui, parmi les 8 éliminés. T'en avais un ou plusieurs en tête? Moi, j'avais pas spécialement d'attente autour de cette équipe, mais le fiasco gabonais, c'est avec la qualité des joueurs. On parlait d'Osimhen, là, on a comme un patron en attaque avec Aubameyang. Et en plus de la manière avec laquelle ça vole en éclats après, de manière institutionnelle, je sais pas si on va en toucher 2 mots, mais on va dire que l'extra-sportif dans les fédérations gabonaises, c'est pas la première, et j'ai pas l'impression que ce sera la dernière fois. Moi, c'est vrai que je penserais peut-être sur le Gabon quand même, parce que avoir de tels joueurs, quand même à l'échelle africaine, ça doit au minimum t'assurer une place de meilleur 3e, et te faire battre, presque balader comme ça par le Mozambique. Et attention, le Mozambique peut être une bonne surprise, hein. Je les ai pas trouvés ridicules contre la Côte d'Ivoire.
pas ridicule contre le Cameroun. Ils peuvent peut-être arracher un match nul sur au moins un des deux matchs. Je les ai trouvés bons, mais... Je vous avais prévenu, en tout cas, lors de la première émission, que c'est une équipe qui m'avait fait personnellement une bonne impression lors de la dernière CAN, et les voilà en 8e de finale, et surtout une grosse performance contre le Gabon. Et t'as bien fait d'en parler de cette polémique qui a éclaté. C'était le lendemain de leur élimination. On rappelle 3 matchs, 3 défaites. Le gouvernement a décidé de suspendre provisoirement l'équipe nationale du Gabon, de dissoudre le staff technique et a décidé de mettre à l'écart Pierre-Emerick Aubameyang et le capitaine Bruno Ekwelemanga. C'est quand même assez fou, ça. Non, mais enfin, c'est complètement dingue. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais ouais, pour moi, c'est peut-être le plus gros fiasco de cette CAN parmi les éliminés, parce que tu peux pas en vouloir au Botswana. Pour moi, tu peux pas spécialement en vouloir au Zimbabwe, qui, je trouve, par contre, a été très mal payé, cette équipe du Zimbabwe. Mais que ce soit contre l'Angola ou contre l'Égypte et même contre l'Afrique du Sud, c'est la fameuse main du joueur du Zimbabwe. Ouais, c'est dommage pour eux, mais ouais, parmi les éliminés, pour moi, le Gabon fait tâche parmi ces nations. Moi, j'en attendais un peu plus de l'Angola personnellement dans ce groupe avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire mieux que ça, d'autant que c'est le quart de finaliste de la dernière CAN et qui sera donc absent des débats des 8e de finale. Mais c'est la mi-temps de la 3e mi-temps de cette Coupe d'Afrique des Nations, Club Afrique. On va se quitter et se retrouver dans quelques instants, mais on vous laisse avec une petite musique, le temps de récupérer de nos émotions et de cette première partie riche en analyse. Radio Ems. Chicha, move your body. Yeah, Ghana, true. African woman is exceptional. Mama Afrique, shine bright, shine bright. De Lagos à Dakar, t'ont pas fait danser la terre. Femme forte, ton sourire éclaire l'univers. Ton énergie comme le soleil au matin. Chaque regard, chaque geste est divin. Ta voix résonne, légende vivante. Femme africaine puissante et éclatante. Dans chaque ville, ton nom célèbre la vie. Mama Afrique, tu inspires l'infini. Mama Afrique, oh oh, eh, oh oh. Ya Ghana, true. African woman is exceptional. Mama Afrique, oh oh, eh, oh oh. Phenomenal queen, let's go, let's go, let's go. Onomatos, oh, mama, no, oh, no, no, no. Ah, chicha, chicha, oh, 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 eh, eh. Mama Afrique, oh, oh, exceptional. Phenomenal queen, let's go, let's go, let's go. Onomatos, oh, mama, no, oh, no, no, no. Ah, chicha, chicha, mama, no, oh, no, no, no. Comment je liquide, tu portes la voix. Comme Chimamanda, tu inspires joie. Comme Serena, tu gagnes avec grâce. Comme Chiwa, tu danses, tu embrasses l'espace. Femme sacrée, gardienne des racines. Ta force et ton charme font battre les cœurs. Mama Afrique, symbole universel. Dans tes yeux brille l'âme éternelle. Mama Afrique, oh, hey, oh, ya Ghana, true. African woman is exceptional. Mama Afrique, oh, hey, oh, phenomenal queen. Let's go, let's go, let's go. Onomatos, mama, oh, no, no. Chicha, chicha, mama, no, oh, no, no. Hey, 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 mama Afrique, oh, no, no. Exceptional, phenomenal queen. Let's go, let's go, let's go. Lève-toi, danse, éclaire la nuit. Oh, femme africaine, ton cœur nous unit. Dans ton sourire, je vois l'infini. Mama Afrique, tu es magique. African woman is exceptional. Mama Afrique, shine forever bright. Phenomenal queen, light up the night. Vous êtes toujours sur Radio Ems et le Club Afrique... Ah, pardon, je recommence. Vous êtes toujours sur Radio Ems et le Club Afrique est de retour après une petite pause bien méritée. Donc, c'est la 2e mi-temps de la 3e mi-temps
de la CAN 2025. Et dans un instant, Bilal va vous faire découvrir Ibrahim Maza, le crack de la sélection algérienne avant Algérie-RDC. On va parler également du Cameroun et de son sélectionneur David Pagou, en train de mettre tout le monde d'accord. Après ça, restez avec nous parce qu'on va faire nos pronostics pour ces 8e de finale. Et lequel de nous deux aura le plus raison? Réponse à la fin de cette deuxième partie, le Club Magazine. La phase de poule, c'est terminé. Maintenant, on passe en mode phase à élimination directe, 8e de finale, la vie ou la mort. Aucune équipe n'a le droit à l'erreur. Et actuellement, le Sénégal et le Soudan sont soumis à cette pression incroyable. Est-ce que tu penses que cette équipe sénégalaise va tomber dans le piège? Je vous informe qu'on n'est pas au courant du résultat. On est en train d'enregistrer. On affronte dans notre match à nous. Est-ce que toi, Bilal, tu penses que le Sénégal va réussir ou alors le Soudan va créer la surprise? Pour moi, on est sur l'un des deux David contre Goliath des 8e, avec le Maroc-Tanzanie dont on parlera un petit peu plus tard. J'ai personnellement pas trop de doutes sur une victoire sénégalaise. Le Sénégal, qui j'ai trouvé plutôt bon dans cette phase de poule, dans un premier temps contre le Botswana et contre, si je ne dis pas de bêtises, le Bénin. La RDC d'abord, après c'était le Bénin. Ouais. Justement, le match contre la RDC où c'était comme deux grosses équipes, c'était déjà on avait un petit aperçu de ce que pouvait donner la phase finale avec deux équipes prétendantes au titre. J'ai pas trop de doute sur une qualification sénégalaise, peut-être même avec un bon petit score. Allez, 1-2, 3-0, pourquoi pas. Mais j'ai pas trop de doute sur la qualification sénégalaise. Tu sais, moi, je les avais placés comme favoris, t'étais pas très d'accord. Et je pense plutôt le contraire également. Cette équipe m'a pas très convaincu en phase de poule. Surtout que le système de jeu du sélectionneur Pape Thiaw, je le trouve pas assez adapté à cette équipe qui joue habituellement avec 3 milieux de terrain, avec une pointe basse et 2 relayeurs. Et il y avait plus sur les 2 premiers matchs, en tout cas, deux relayeurs et un meneur de jeu. C'était un peu délicat pour cette équipe sénégalaise, mais qui s'en est sortie face à la RDC grâce à ses joueurs d'expérience. Je pense à Sadio Mané, qui a été décisif dans ce match. Et je trouve que les joueurs qui sont en pleine force de l'âge ou un peu plus jeunes ont eu du mal à rentrer dans leur tournoi. Reste un peu sur ma faim concernant Iliman Ndiaye, par exemple, le joueur d'Everton. Et t'en as pensé quoi, globalement? Non, moi je l'ai pas trouvé mauvais, Iliman Ndiaye. Moi je trouvais même assez pertinent, pas en réussite en attaque comme quand même beaucoup de joueurs sénégalais. C'est vrai que eux aussi la finition parfois pêche, même si au final il y a 2-3-0, si je dis pas de bêtises, contre le Bénin, contre le Botswana. Et d'ailleurs pour moi la finition pour moi ça s'est vu c'est à travailler. Contre la RDC, domination je trouve sénégalaise globalement sur les 90 minutes. Bakambu il en a une but, 1-0. Bon, le Sénégal égalise rapidement avec Sadio Mané, mais dans un match, dans un scénario de match, peut-être avec plus de tension, si tu te prends le but, je sais pas, en 8e ou en quart, c'est attention. Mais moi, Iliman Ndiaye, je l'ai trouvé bon c'est pas sa meilleure version. Sans être éclatant. C'est peut-être pas le Iliman Ndiaye du début de saison avec Everton, mais moi, je l'ai trouvé quand même plutôt bon, Iliman. Personnellement, je m'attends à ce qu'il soit le leader technique de cette équipe maintenant, qu'on enlève ce poids justement à Sadio Mané, qui peut, comme Riyad Mahrez, se concentrer plutôt sur l'aspect statistique tueur, étant donné que ce sont de très grands joueurs, des légendes, il n'y a pas besoin d'en parler. Et Sadio Mané et Riyad Mahrez qui se sont déjà rencontrés en finale de la CAN en 2019 et qui pourraient se retrouver encore en finale à condition que les deux équipes aillent au bout. La première étape pour l'Algérie, ce sera la République démocratique du Congo, mardi à 17h. Un match à ne pas rater, un match où Ibrahim Maza pourrait briller, ce jeune joueur du Bayer Leverkusen de 19 ans. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette pépite algérienne, Bilal? Alors déjà, il a fêté très récemment ses 20 ans. Ah, je me suis complètement trompé. C'est pas grave. Ouais, Ibrahim Maza, allemand, né en Allemagne. C'est un germano-algérien et vietnamien. Sa mère est vietnamienne, c'est pas facile à dire. Très, désolé. Très et d'un père algérien. Du coup, né à Berlin en 2005, formé. Alors, désolé pour la prononciation allemande, c'est pas le mot le plus facile à dire. Au Rheinickforder, voilà. Ah, c'est très 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 dur. Mais
mais globalement connu surtout pour ses premières années au Hertha de Berlin. Qui maintenant joue au Bayer Leverkusen, un début de saison assez compliqué. Il ne jouait pas au début avec Ten Hag, mais avec Ulgmund, encore une fois, pas un prénom très facile à prononcer. Il est quand même globalement titulaire. Maza, milieu offensif, plutôt grand pour son poste, 1m80, technique, peut-être pas le meilleur finisseur, mais dribbleur, je trouve assez percuteur. Je déteste le jeu de définir un profil alors, vu qu'il est grand, un petit peu technique, 10, on pourrait faire le raccourci, par exemple, avec un autre joueur championnat allemand qui est Musiala. Est-ce que c'est vraiment une très bonne comparaison? Je ne sais pas, mais c'est un milieu qui peut jouer aussi un petit peu sur l'aile, qui peut jouer faux neuf aussi. Et aussi milieu central. À Leverkusen, il occupe cette poste. Ouais, dans la défense à 3, si je ne dis pas de bêtises, de Leverkusen. Joueur technique, joueur créatif. D'ailleurs, on a pu le voir avec un magnifique geste. C'était contre le Burkina, ce petit dribble après le tir sur Hervé Kofi. Ça. Ouais, c'est ça. C'était contre le Burkina. Joueur qui évolue en Bundesliga, qui petit à petit, on va dire, se forme. On sait que en général, les joueurs qui passent par la Bundesliga en post-formation, c'est un des meilleurs endroits, et le Leverkusen sera un des meilleurs endroits pour se former. C'est pas le seul joueur qui est actuellement parmi les futurs pépites, si je puis dire, africaines. Il y a aussi Yann Diomandé qui est au Rasenball-Sport Leipzig. Moi, c'est un joueur sur qui j'ai beaucoup d'attentes. Je pense qu'on est beaucoup à penser qu'il sera le patron et qu'il prendra le relais de la sélection d'ici 3-4 ans. Peut-être que ce sera lui le leader de l'après-Mahrez. Moi, j'attends beaucoup de son prochain club. Je pense c'est ce qui déterminera beaucoup dans sa carrière. Le Bayer Leverkusen, on sait, généralement les clubs de Bundesliga, quand tu n'es pas le Bayern Munich, c'est un club tremplin pour la Première Ligue, pour le Bayern, pour le Real, le Barça, ou peut-être même le Paris Saint-Germain. Moi, pour être très honnête, je connaissais un petit peu le joueur parce que je supporte le Bayern et je regarde beaucoup la Bundesliga. Le Bayern Munich. Le Bayern Munich, bien évidemment. J'ai pu le voir évoluer au Hertha de Berlin. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ses gammes avec l'Algérie Espoir. C'est quelqu'un qui a fait tout son parcours d'espoir en Allemagne, U18, U19, U20. Pour ensuite choisir la sélection algérienne en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Il est dans cette génération de joueurs. Moi, c'est les joueurs que j'aime bien voir jouer sur le terrain. C'est ces joueurs créatifs, libres. Peut-être pas dans la lignée d'un Riyad Mahrez, mais c'est comme un profil de joueur qu'on aime voir, qui sort un petit peu de ce genre de système qui est un petit peu cette nouvelle mode du football de 2026. Il défie le système, c'est ce que tu veux nous dire, c'est ça? Ouais, moi c'est quelqu'un que, tu sais, sur un dribble, sur un ballon, sur une passe, sur un dribble, il peut te décanter une situation, il peut te faire la passe parfaite pour l'ailier opposé. Moi, c'est quelqu'un qui peut jouer dans plusieurs positions, comme on l'a dit. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer faux 9. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'espère que, moi je pense que par exemple Ibrahim Maza, selon le parcours de l'Algérie en Coupe du Monde, je pense que ça peut être un joueur qui, on le sait, c'est genre un petit peu hype d'une Coupe du Monde, c'est genre un peu frisson, qui part dans des gros clubs. Alors, je peux citer James, je pense pas qu'il a la qualité sur l'instant T d'un James Rodriguez en 2014, mais c'est quelqu'un qui peut se servir de cette CAN, puis ensuite, sur une bonne saison avec Leverkusen, pour ensuite arriver au point culminant de la saison qui sera la Coupe du Monde, pour aller chercher un top club. Peut-être pas titulaire dès le début dans ce top club, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment, à l'instar de Mahrez, être un des meilleurs joueurs à son poste dans le futur d'un top championnat. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a gagné sa place de titulaire dans cette CAN et qu'on le verra au poste de numéro 10 contre la RDC en 8e de finale. Ça pourrait être le facteur X dans un match très attendu et qui va être très serré. Est-ce que pour toi, un favori se distingue plus? Est-ce que pour toi, ce serait l'Algérie en vue de sa phase de poule ou la RDC en vue de son passif récent? Moi, je donne un
petit avantage à l'Algérie pour la dynamique actuelle et surtout pour en fait tout simplement l'endroit où se joue cette CAN. En Afrique du Nord, on sait très bien que les équipes maghrébines et d'Afrique du Nord aussi, il faut inclure l'Égypte, c'est très important, s'en sortent mieux. Toutes les CAN remportées par les équipes maghrébines ont été remportées en Afrique du Nord, à l'instar de l'Égypte qui l'ont déjà gagné en Afrique subsaharienne. Je donnerais un petit avantage moi à l'Algérie. Pas un très très grand avantage, je dirais c'est du 60-40 Algérie et je me base quand même beaucoup sur la dynamique pour les deux équipes, hein, parce que l'Algérie c'est une dynamique un peu plus courte qui existe depuis 3 matchs finalement, parce qu'il y avait beaucoup de doutes avant cette CAN, là où la République démocratique du Congo a vraiment bâti une dynamique sur le temps, notamment grâce à cette qualif Coupe du Monde, qui a d'abord subi un échec, mais qui a lavé cet échec contre le Sénégal au Stade des Martyrs, 3-2 défaites en menant 2-0, qui ont su rebondir en éliminant le Cameroun et le Nigeria dans ce barrage et jouera un barrage intercontinental pour la qualification à la Coupe du Monde. Ils sont arrivés sur cette dynamique, une bonne dynamique. Ils ont assuré une deuxième place dans cette poule. Ils ont été premiers pendant un petit moment. Oui, ils ont été premiers pendant un petit moment lors de cette dernière journée, bien que le Sénégal a su faire le travail derrière. C'est une équipe sérieuse de Sébastien Desabre, des joueurs de qualité. Alors, je pense qu'on sera dans une configuration où l'Algérie aura le ballon généralement et une RDC qui va jouer en contre en transition rapide. Avec des Meshak Elia, peut-être Fiston Mayele s'il est titulaire, avec bien évidemment Bakambu en pointe de l'attaque. Ce sera lui qui va débuter à la place de Fiston Mayele, ouais, qui a été élu joueur africain de l'année évoluant sur le continent africain. Mais je trouve qu'en sélection, il n'a pas encore cet apport-là. Et justement, cette équipe congolaise est très bonne en transition. Et vu comment tu as parlé de la sérénité défensive de l'Algérie, ça t'inquiète pas? Est-ce que ça peut pas balayer tous ces doutes, toutes ces certitudes, qui ont émergé en phase de poule? En fait, on aura la réponse à toutes nos questions pour moi dans ce match. Et ça va dépendre parce que tu peux avoir un scénario de match où tu as l'Algérie qui gère parfaitement son match avec une victoire où on se dira l'Algérie qui se confirme peut-être son statut de favori, qui peut faire une grosse impression, comme tu peux avoir une équipe de l'Algérie peut-être qui sort sur un 1-0 et on dira est-ce que c'était un feu de paille, est-ce que c'était peut-être est-ce que ce sera quelque chose où Petkovic pourra bâtir pour moi ce sera vraiment le gros test et pour moi c'est là où j'aurai beaucoup de réponses sur cette sélection et sur les grosses ambitions pour moi de l'Algérie sur cette CAN. Moi, je ferai comme attention à cette équipe de la RDC. C'est quand même, pour moi, un des gros outsiders qui, à un moment, peut-être pas dans ce chapeau des 3 meilleurs, mais peut-être qu'ils sont 4, 5, ils sont là, ils sont présents. Ils ont montré contre le Sénégal que quand il faut être compétitif, ils sont là. Ils l'ont montré contre le Cameroun que quand il faut être compétitif, ils sont là. Ils l'ont montré aussi contre le Nigeria, qu'on bâtit comme une des meilleures équipes de cette phase de poule. Et ils étaient là et ils les ont éliminés dans ce barrage pour la Coupe du Monde. Je ne mettrai pas l'Algérie énorme favori. Je les mets favoris pour ce match en Afrique du Nord. On sait très bien que les équipes maghrébines, c'est là où ils sont le meilleur sur le continent africain. Sur la dynamique, peut-être que l'Algérie a un peu plus, et peut-être que l'Algérie a un peu plus de joueurs de qualité aussi, il faut le dire. Peut-être que, voilà, Maza, Mahrez, Hadji Moussa, Shaibi, peut-être c'est des joueurs intrinsèquement meilleurs que certains joueurs congolais. Je donne un petit avantage à l'Algérie. Personnellement, je vois un 2-1 Algérie. Ça m'étonnerait pas que le 2-1 ça fasse en 120 minutes, mais je vois une courte victoire comme personnellement de l'Algérie sur la République démocratique du Congo. Je pense comme toi, c'est un match qui pourrait aller jusqu'au bout, jusqu'à la séance de penalty. C'est un match où il faudra être tueur, surtout pour les deux équipes. Et avant donc de continuer sur ces 8e de finale, on va parler vite fait du Cameroun, parce qu'on a dit c'est pas normal de parler de CAN sans parler du Cameroun et d'un sélectionneur qui fait des merveilles, David Pagou, qui est en train de mettre tout le monde d'accord au Cameroun. C'est un entraîneur de 56 ans. Et ça part de loin. Hein. Ah oui. Ça part de très 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 loin. Tu sais, il a un parcours très atypique. Tu sais qu'il a été professeur d'EPS et il a un diplôme de préparateur physique. Sur la scène africaine, personne ne le connaît. Mais au Cameroun, il s'est fait une bonne réputation avec le temps.
Il a commencé sa carrière dans les années 90. Il est passé par plusieurs clubs comme les Cosmos de Bafia, un club qui est en deuxième division, qu'il a fait monter en première division en 2014 et qu'il a qualifié pour la Ligue des champions africaine l'année suivante. Mais son principal fait d'armes, c'est le championnat camerounais remporté en 2020 avec l'équipe de Bamenda. Et l'année suivante, il a gagné la Coupe nationale, la Coupe du Cameroun. Et à cette même période, il est devenu sélectionneur de l'équipe locale camerounaise. Tu vois, l'équipe qui joue le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'était l'adjoint de 2020 à 2021. Et en avril 2024, la consécration pour lui, on va dire, c'est le poste de sélectionneur adjoint du Cameroun de Marc Brice en 2024. Et c'est lui qui a pris sa succession seulement 3 semaines avant le début de la compétition. Il a gagné la confiance de Samuel Eto'o. C'est un entraîneur, on a vu, il aime bien les systèmes à 3 défenseurs, jouant en 3-4-3, un bloc haut qui coulisse parfaitement avec un pressing intense. Et il aime bien accorder des libertés à ses joueurs, surtout à cette équipe camerounaise. Et surtout, c'est un fils d'ancien militaire et il aime aussi la discipline. Pour ça qu'il a écarté certains joueurs comme André Onana, Vincent Aboubakar. Et avant le début de cette CAN du premier match contre le Gabon, on se disait que le Cameroun, ça pouvait exploser. On n'avait pas trop d'attentes autour de cette équipe. Et comment tu juges leur premier tour et comment tu vois leur 8e de finale contre l'Afrique du Sud qui aura lieu ce mardi? Honnêtement, je suis assez surpris. Alors, certains diront le Cameroun, tu peux jamais les exclure d'une compétition. Ils sont toujours là, peu importe ce qui se passe. Quand le Cameroun joue une CAN, ils sont là. C'est le continent, ils sont là, toujours présents, toujours dans les favoris. Mais franchement, avec la condition institutionnelle qu'il y a eu avant cette CAN et ce petit foutoir entre l'ancien coach Eto'o, la première liste, la deuxième, on sait pas qui fait quoi. Moi, j'en attendais pas beaucoup, très sincèrement, du Cameroun. Mais franchement, phase de poule, moi, là, par contre, j'ai été surpris du Cameroun. Offensivement, ça joue, c'est attrayant. Mbeumo et Taeyong. Moi, j'ai beaucoup aimé, Kofan aussi. J'ai beaucoup aimé cette phase de poule. Ils ont eu un gros match test, eux, contre la Côte d'Ivoire. On peut considérer qu'ils ont été mal payés contre la Côte d'Ivoire, qu'ils auraient pu mériter cette victoire, très sincèrement, avec une Côte d'Ivoire, avec une phase de poule dont, je sais pas si on peut en toucher 2 mots, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais coup-ci, coup-ça, on va dire, vraiment en demi-teinte. Ils ont assuré l'essentiel, 7 points en 3 matchs. Pas des victoires très larges, 2-1 contre le Mozambique, 1-0 contre le Gabon, mais franchement, je n'en attendais pas beaucoup du Cameroun avec tous ces problèmes institutionnels. Et franchement, je me suis pas ennuyé devant les matchs du Cameroun, même si j'en attends encore un peu plus d'Mbeumo. Je les ai trouvés bons. Et pour donner rapidement un avis contre l'Afrique du Sud, c'est un match serré. Je vois peut-être un petit avantage au Cameroun, même si l'Afrique du Sud, c'est une équipe qu'il n'est pas à exclure c'est un match très serré et je pense que c'est un très bon match à voir. Ce sera demain à 20h, dimanche 20h et pas le mardi, je me suis encore trompé. Donc ça fait 2 erreurs partout pour nous. Et il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va donner nos pronostics, nos scores pour ces 8e de finale. Comment tu vois se finir ce match entre le Sénégal et Soudan rapidement? Qui va gagner quel score? Sénégal 3-0. Et le vainqueur de ce match pourrait affronter le Mali ou la Tunisie. Et bien évidemment, personnellement, je vois une victoire du Mali 1-0, d'autant que le Mali n'a jamais perdu contre la Tunisie en Coupe d'Afrique. Et toi? Très sincèrement, ce match, je pense pas qu'on sera sur la définition du football total, hein, très sincèrement, entre le Mali et la Tunisie. La Tunisie qui a quand même l'habitude, quand il faut mettre un bon bus, c'est les meilleurs. Et le Mali, on n'est pas aussi sur une très très grande équipe offensive du Mali. Tu nous l'avais annoncé, hein. Vous avez prévenu depuis le début, il fallait m'écouter. Ouais, une équipe assez peureuse qui prend pas le jeu à son compte, même contre des équipes qu'on peut catégoriser comme plus faibles, comme la Zambie, où ils se font crucifier en fin de match. Très sincèrement, pour moi, je pense que c'est un match qui va aller en plus de 90 minutes. Je donnerais peut-être, pour moi, c'est un 50-50. Je dirais comme ça, allez, Mali, peut-être, mais demain, dans 2 heures, je peux te dire Tunisie, par exemple. Donc là, ça donnerait un Mali-Sénégal en quart de finale, du coup. Et dans la même partie de tableau, il y aura un Égypte-Bénin. Et pour toi, qui va gagner? Quel sera le score? Pour moi,
pareil. Alors, on en reviendra, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur sur ces huitièmes. Je te donnerai un méchant 2-0 de l'Égypte et après, plus rien dans le match. L'Égypte, on les connaît, quand il faut verrouiller un match, ils savent le faire, quand il faut casser le rythme, le jeu. Et donc, l'Égypte avec son duo d'attaque Marmouche, Salah. Donc, moi, je dirais 2-1 pour l'Égypte. Je pense que le Bénin peut s'en sortir avec un but marqué. J'ai pas trop aimé, moi, les matchs du Bénin, personnellement. Et le vainqueur de ce match affronterait la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso en quart de finale, le Alban Lafont, Chico. Et tu vois qui s'imposer? Même si la phase de poule m'a donné pas beaucoup d'assurance côté ivoirien, on sait que la Côte d'Ivoire, quand c'est une phase finale, c'est pas la même équipe. Et on l'a vu, ils l'ont toujours, hein, cette réussite, ce facteur décisif. On l'a vu dans le dernier match. Il y a 2-2, il y a 2-1 pour. Il y avait 2-0 de base pour le Gabon. Et en fin de match, ils te retournent complètement le match avec la paire d'ailiers que je trouve brillante, Yann Diomandé, Amad Diallo. Je pense que ce sera trop fort pour le Burkina, bien que Dongo Ouattara, je le trouvais pas mauvais, mais Côte d'Ivoire 2-0. Moi, je dis Burkina Faso 1-0. Okay. Donc, personnellement, ça me ferait Égypte-Burkina. Toi, ce serait Égypte-Côte d'Ivoire. La force de frappe, pour moi, de la Côte d'Ivoire est trop forte. Et comme il nous reste plus trop de temps, le tableau de droite, Algérie-RDC, toi, tu vois l'Algérie. Je vais dans ton sens et ça me donnerait en quart de finale Algérie-Nigeria, puisqu'il y a Nigeria-Mozambique et je vois le Mozambique perdre 2-0. Et toi? Je vois pas un 2-1 parce que le Nigeria, pour moi, ça encaisse forcément un but avec cette défense, mais je vois pas le Nigeria se faire avoir. Donc ça nous donne Algérie-Nigeria en quart de finale et la dernière affiche. Alors, entre l'Afrique du Sud et le Cameroun, qui va gagner le score? On dirait que c'est une question piège, là. Tir au but, Cameroun. Je vais dans ton sens et ça donnerait Cameroun-Maroc. Je vois le Maroc battre Pareil. La Tanzanie. Je suis sur un Maroc 3-4-0. Je pense que ce sera un festival marocain. Bon, je pense qu'il faut s'arrêter là parce que Franck, qui est l'arbitre de ce Club Afrique, est en train de me faire des signes depuis tout à l'heure. Merci beaucoup pour ta participation à la régie, Franck. Et merci pour ta confiance. Et je te remercie, Bilal, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Comme d'habitude, on s'en est bien sorti à 2 finalement. Ouais, et si nos pronostics s'avèrent vrais, ça nous donnera des quarts de finale de dingue avec les grosses équipes. Ça peut s'annoncer légendaire. On se retrouve samedi prochain, mais en attendant, pour savoir si on a raison, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Ems ou sur l'application tout simplement. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les posts Instagram, Facebook, Radio Ems, Est Parisien. Merci beaucoup, Bilal. Et on pense à Mehdi qui était pas là avec nous, qui sera peut-être là la semaine prochaine. Et on se dit à bientôt. On parlera des quarts de finale. Et même, on s'avancera peut-être sur les demi-finales aussi. On verra ça la semaine prochaine. Merci à tous. À la prochaine. Merci à tous. Ciao. Feel the fire tonight.